Bonjour YouTube, c'est Daimon, saison 1, épisode 3 de House of the Dragon. Un épisode où globalement il y a de l'action au début, de l'action à la fin, du blabla et une partie de chasse aux quêtières au milieu. Et on perd pas plus de temps, on enchaîne tout de suite. Et pour avoir de l'action, bah écoutez, il faut appeler Daemon qui arrive dans les Stepstones à dos de dragon et qui crame tout. C'est justement, revoyez ma review si vous ne l'avez pas encore vu des Anneaux de Pouvoir, c'est ce que je reprochais à Game of Thrones dans cette autre review. Les dragons, en fait, ils se contentent de tout cramer, ils sont uniquement utilisés pour ça, alors qu'ils pourraient avoir, je sais pas, d'autres compétences à faire valoir, notamment le fait d'être des reptiles géants avec une force gigantesque. Il semblerait que les scénaristes m'aient entendu et exaucé quelques secondes plus tard, puisque la personne qui demandait à être sauvée finira ironiquement écrasée par la patte du dragon. J'ai dit « Ah, Sir Daemon !» Oui, bah voilà, je suis là. Bon, factuellement, il l'a sauvé des crabes, il l'a sauvé du tourment de la vie, et en plus, je quand même tenais à préciser qu'il ne l'avait pas rôti. Donc voilà, outre utilisation d'un dragon, ça peut écraser des choses, et c'est plutôt cool. Un cadre plutôt stylé ma foi ici, comme souvent ça s'accompagne dans House of the Dragon de feu, voilà, tout en nuances d'orangé avec le crab feeder, le prince Drar, qui je crois qu'on ne l'entend jamais prononcer un mot, se découpe en contre-jour du danger qui le guette, le feu, à moins qu'il ne meure pas par le feu, on le verra plus tard. Dans cette première bataille, en sachant que c'est un conflit qui dure 2-3 ans, il y a une flèche enflammée qui atteint Daemon. C'est pas mal d'avoir des flèches enflammées, non pas que ça fasse beaucoup plus de dégâts, le feu en l'occurrence, mais une fois que la victime s'est mangé une première flèche, bah, ça fait une sorte de repère pour les autres flèches. Donc bon bah il y a une seule flèche qui va l'atteindre, et puis voilà, bah, c'est beaucoup plus facile, on rappelle, de buter le dragonnier plutôt que de buter le dragon, même si bah, le dragon reste là et potentiellement peut continuer à faire des dégâts, même en l'absence de son maître, et peut-être même encore plus, parce que généralement ils y sont plutôt attachés. 2 ans plus tard, Viserys a un fils, enfin, vous avez vu tout ce qu'il a sacrifié, notamment sa femme, pour en obtenir un potentiel héritier, du coup, vu que c'est son premier fils mâle, son premier enfant mâle qui est né, enfin qui a survécu, malheureusement, et la cour du roi parle déjà de son potentiel royal, bon, en se foutant un petit peu de sa gueule, parce qu'il mange n'importe comment, bon, il a 2 ans, mais le roi l'a toujours pas désigné comme son héritier, et visiblement, quand ils atteignent 2 ans, c'est traditionnellement fait. Mais il a déjà une héritière, Rhaenyra, donc ce sera évidemment, là, dans tout le ventre mou de cet épisode, ce sera le fil conducteur. Retour sur les conséquences de l'accord entre Daemon et Corlys, donc voilà, qui se sont unis sans l'accord du roi autour d'un ennemi commun, à savoir le crab feeder, et d'un objectif commun, reprendre les Stepstones. Alors on nous explique que un peu plus tard dans l'épisode que personne n'a jamais réussi à les gouverner durablement, mais en tout cas voilà, avoir la triarchie ça ne les arrange pas nécessairement. Alors le roi qui les a pas autorisés donc à agir, mais qui ne leur a pas formellement interdit non plus, ce dernier qui semble pas vouloir d'ailleurs prendre de décision par rapport à ça, par rapport à ce sujet, mais c'est pas comme si non plus ils agissaient contre l'intérêt du royaume, ni comme s'ils s'étaient révoltés. Si, bah on se doute que ça ne saurait tarder. Petite scène où Rhaenyra se sert d'un ménestrel comme d'une enceinte portable en mode repeat. Le mec, ça se trouve, ça fait 4 heures qu'il joue la même chanson, on sait pas, nous, le spectateur, on arrive qu'à ce moment-là. Et la reine qui va se ramener aussi, et ils vont jouer avec la princesse à qui a le plus gros commandement, en ordonnant aux ménestrels respectivement de rester et de partir. Donc il arrêtez de me faire bugger. Bon, finalement, il finit par obéir à la reine, puisque c'est elle qui a la plus grosse à ce moment-là. On sent que l'ambiance, elle est un petit peu tendue entre les deux anciennes amies, plus du fait de Rhaenyra que de Alicent elle-même. Petit détail inutile mais sur lequel j'ai tilté, on voit distinctement un visage sur l'arbre auquel est adossé Rhaenyra. Le tronc lui est de couleur presque blanche, les feuilles sont rouges, rouge foncé, il s'agit vraisemblablement d'un baral, vous vous souvenez, ce sont les arbres sacrés pour les enfants de la forêt, donc voilà, il en existe jusqu'à Port-Royal, King's Landing, vraisemblablement, en tout cas qui n'ont pas été abattus. Souvenez-vous, c'était l'accord entre les premiers hommes à l'issue de la guerre et des enfants de la forêt, même s'ils ont quand même créé les marcheurs blancs entre-temps. Bon, et on arrive dans le moment un peu plus mouais de l'épisode, la partie de chasse pour les Targaryen, en espérant qu'elle soit pas fatale à Viserys comme elle le sera longtemps plus tard à Robert Baratheon. On voit que le château est très très loin, dans le coin supérieur, légèrement à droite de l'écran. Il est très très loin, mais il reste visible, donc on est toujours à portée de l'armée s'il y a un problème, ce genre de choses, tout en ayant un petit coin de nature plutôt bienvenu pour chasser.
chasser en ville. Ça se fait, nous à Bordeaux, des fois les chasseurs chassent le sanglier en ville, donc tout est possible. Nouveau personnage introduit par cet épisode, Jason Lannister, qui semble, en tout cas physiquement, autant ressembler, peut-être un peu moins, il ressemble peut-être un peu moins à Jaime que Rhaenyra ne ressemble à Daenerys, mais en tout cas on voit l'affiliation spirituelle. Bon, mais affiliation c'est une préquelle, vous m'avez compris. Jason qui veut très clairement pécho Rhaenyra et qui lui fait carrément comprendre lorsqu'il dit qu'il est prêt à construire une fosse au dragon chez lui pour elle. Il se fait bâcher, pas de chance pour lui. En même temps, si c'est pas tout à fait un mariage arrangé, mais juste que voilà, le père s'y opposera pas, il aurait pu y aller avec un peu plus de finesse. Il se serait arrêté à cette phrase là, j'ai les hommes et les moyens d'en bâtir une. Voilà, elle lui aurait dit ah bah pourquoi tu veux une fosse au dragon? Ah bah on sait jamais, des fois que vous nous rendiez visite quoi. Voilà. Tu serais resté subtil, mais ouais, je sais pas, imaginons que peut-être vienne ma bonne femme. Ouais, peut-être pas le meilleur move, Jason, peut-être pas le meilleur move. Comprenant que, bah, s'il n'est pas derrière cette demande de mariage de Jason, en tout cas, il s'y est pas opposé et il était au courant que, voilà, c'est le daron derrière tout ça, Rhaenyra lui met un gros coup de pression, d'ailleurs, ouais, c'est genre les invités, là, dans le pavillon de chasse, dans la tente, qui sont montés, qui est plutôt classe, d'ailleurs, tous se regardent un peu en mode, ouais, elle est en train de hurler dessus sur le roi comme du poisson pourri, là, non? Et donc, voilà, et après, elle va se barrer, s'enfuir à cheval, avant d'être attrapée par son escorte, Sir Criston. On voit qu'elle l'apprécie, bon, là, j'ai peut-être pas fait le meilleur arrêt sur image, peut-être une demi-seconde avant, elle avait un peu plus de tendresse sur le visage, mais faut tourner vite ces reviews, c'est pour ça qu'il n'y a pas de montage. Voilà, on sent que le courant passe bien entre les deux. Moi, je sens surtout venir l'histoire d'amour interdit entre une princesse et son chevalier, venir gros comme une maison, Tristan et Iseult. On m'a forcé à lire ça quand j'étais au collège, c'était horrible. C'est pas pour me le retaper, Et bon, bah, malheureusement, ça semble partir là-dessus. Peut-être des surprises à venir, on verra. Ne crions pas avant d'avoir mal. Alors Rhaenyra nous fait une Jasmine, elle se plaint du fardeau d'être une princesse, de ne pas pouvoir être libre. Ouais, mais contrairement à Jasmine, elle a un putain de dragon, genre elle est pas libre quand elle est en train de voler au-dessus de tous les dieux là comme ça, avec son dragon. Alors son chevalier servant lui rétorque que beaucoup échangeraient volontiers leur place, leur soi-disant liberté de crever la dalle, contre ses privilèges à elle. La défiance de Rhaenyra est infirmée ici, le roi semble n'avoir jamais réellement envisagé de nommer son fils héritier à la place de sa fille, ce qui nous fait un deuxième bâche pour Jason qui venait lui poser la question, sale journée pour lui quand même. Viserys rend ça encore plus explicite en expliquant à sa main qu'il souhaite pas contraindre Rhaenyra à un mariage forcé, un mariage qui désapprouverait. En tant que roi, il est peut-être pas ouf, mais en tant que père, je trouve qu'il tient la route. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, et en vrai, même en tant que roi, est-ce qu'il y a eu des grosses galères pendant son règne? Il y en a à venir, on se doute, la danse des dragons, tout ça, mais j'ai pas l'impression, là c'est quand même la fin de son règne, il a hérité, c'est vrai, d'une situation qui était plutôt stable et prospère. Je ne sais pas comment, politiquement, il conviendrait de faire le bilan de Viserys. Et je suis sûr qu'il y a des gros connaisseurs dans les commentaires, ça aussi vous pouvez me le dire, et en faire profiter tout le monde. Petit moment au coin du feu entre Sir Criston et Daenerys. Rhaenyra qui décidément ne veut pas rentrer au campement. Alors dès que j'ai vu Criston sans son armure, je l'ai su, ils vont forcément se faire attaquer parce que voilà, il est dans un moment, il est moins protégé, un moment où il faut réagir vite, mince, je suis à moitié en pyjama. D'ailleurs c'est l'occasion de voir l'équipement d'un chevalier sans son armure. Et bon, ok, j'avais pas prévu que ce serait l'ennemi juré de Robert, le sanglier, qui les attaquerait. Mais voilà, au moins j'ai été surpris par quelque chose dans l'épisode. En tentant de la sauver du sanglier, je sais pas ce qu'il lui voulait, il voulait la bouffer, la violer. C'est vrai que c'est omnivore un sanglier, donc mais je pense pas que les sangliers attaquent des humains pour les bouffer. Qui sait, dites-moi, amis chasseurs, si c'est le cas, et que ce sont de dangereux prédateurs. Et donc voilà, en tentant de la sauver, on sait pas si elle aurait pas pu se défendre elle-même déjà, est-ce qu'elle serait vraiment morte s'il n'était pas intervenu, et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il manque de peu, là on est à 2-3 cm de son visage, de tuer la princesse dont il avait la garde, ce qui aurait été fâcheux. Il y en a pour moins que ça, ils ont eu des problèmes, Griffiths dans Berserk, sans vouloir vous rappeler de mauvais souvenirs. Le sanglier veut un deuxième round, Rhaenyra lui donne un deuxième round, c'est elle qui le finit, en s'acharnant d'ailleurs au passage autant sur lui que Papacito sur un mannequin figurant un gauchiste. Laissez-moi devenir, elle va devenir folle elle aussi. Ça a l'air d'être le destin tragique de pas mal de Targaryen, on ne sait pas pourquoi, peut-être parce qu'ils se marient tout le temps dans leur même famille pour avoir la pureté du sang des dragons, et que vient que je me marie avec ma sœur, tout ça.
Bon, et puisqu'on est dans les séquences confessions au coin du feu, on a Viserys qui explique à Alicent que c'est une vision d'un fils apparu en rêve qui l'a poussé à continuer d'avoir des enfants, plus que de raison avec Aemma, même si bah voilà, ça me donnait pas grand chose de viable et qu'à la fin bah, ça a surtout donné la mort. La mise en scène permettant au roi de tuer lui-même le cerf qu'ils ont pisté, d'ailleurs pas celui qu'ils ont pisté, puisque eux ils voulaient le cerf blanc, là, le cerf royal. Et la scène a vraiment quelque chose de malaisant qui fait écho au discours vaguement antispéciste que Rhaenyra a tenu au début de l'épisode à propos des cris des sangliers quand on les tue. Là aussi il y a des cris de l'animal, d'autant que... Viserys se montre maladroit malgré qu'on lui fasse un tuto pour le tuer. On voit que c'est pas forcément quelque chose dont il a l'habitude. Il est maladroit, il fait souffrir inutilement l'animal et il doit lui porter un deuxième coup avant qu'il ne meure, sous les applaudissements comme dirait l'autre, et littéralement sous les applaudissements de Viserys qui lui-même se dit est-ce que c'est bien mérité ce genre d'applaudissements pour avoir mal tué un animal qui était immobilisé par d'autres qui l'avaient capturé? On peut se poser la question. Rhaenyra et Criston tombent donc le lendemain sans rien faire, enfin le même jour que la mise à mort du premier cerf par le roi, mais le lendemain de leur mésaventure avec le sanglier, ils tombent sans rien faire sur le fameux cerf blanc. L'attitude du cerf à leur égard est confiante, confiance que Rhaenyra choisit de ne pas trahir en demandant à Sir Criston de rengainer l'épée qui commençait à sortir de son fourreau. Alors j'aime beaucoup la composition du cadre déjà, vraiment qui est très très belle en termes de proportions, on a l'impression que c'est un petit peu décontrasté, désaturé sur ce plan, c'est rigolo, ça lui donne un côté un peu irréel avec les brumes en plus en arrière-plan. Vraiment j'aime beaucoup sur le coup, et il n'y a pas d'artifice genre du feu pour permettre de le magnifier, là c'est vraiment juste le plan lui-même, les couleurs, la lumière du soleil elle-même. Et on pourrait dire que quelque part ce cerf qui est le symbole de la royauté qu'il l'était avant que les Targaryen arrivent et foutent des dragons partout, a choisi Rhaenyra comme héritière légitime. Je pense qu'il n'y a pas tellement d'ambiguïté là-dessus. Et notre petite princesse qui fait une entrée plutôt badass quand elle revient enfin au camp, les cheveux encore partiellement teints du sang de l'animal qu'elle a achevé. Oui, parce qu'elle épargne un animal mais qu'elle en tue un autre. Bon, c'était pour se défendre, avec beaucoup d'acharnement tout de même. Donc ça c'est pareil aussi à la mise à mort en parallèle de... Enfin, c'est plutôt, vu que c'est les deux cerfs qui sont mis en parallèle, c'est à la fois le père qui le tue et la fille qui tue, même si on voit le père comme fille tuer des animaux, du coup, dans cette partie de chasse. Et à l'issue de cette scène, il rentre à King's Landing. Voilà, on a un petit 2/3 de l'épisode et pour que la partie de chasse soit enfin terminée. On va peut-être pouvoir revenir aux choses sérieuses maintenant. Otto Hightower qui essaye de convaincre sa fille, qui l'appelle Your Grace d'ailleurs, genre il lui donne à sa propre fille un titre dans l'intimité, hiérarchiquement, père ou pas, maintenant elle est plus haut que lui. Reine, est-ce que si elle commande au ménestrel un truc et que la main du roi lui dit non, il faudrait faire revenir le ménestrel pour vérifier. Et donc voilà, pour la convaincre de pousser son fils sur le trône au détriment de Rhaenyra, il va invoquer la guerre civile, des nuages de criquets, même la sortie d'un nouvel album de Francis Lalanne, c'est pour vous dire. Daemon et Corlys sont en train de perdre leur guerre dans les Stepstones au bout de ces 2 ans de combat, mais Viserys pense que leur union étant fondée sur le rejet du roi justement, il serait inutile, contre-productif, d'aller les y aider. Alicent tente de le raisonner en lui disant qu'elle juge que la priorité c'est surtout l'intérêt du royaume concernant ces îles, ce qui le convainc d'y envoyer des troupes. Alors on pourrait se dire oui c'est l'intérêt à court terme, mais est-ce que à long terme ça va pas plus déstabiliser et déclencher un conflit fratricide, une guerre civile, tout ça, la question peut se poser. On se la posera à la fin de la saison. Est-ce qu'il y aura plusieurs saisons de House of the Dragon? Est-ce que c'est un spin-off en forme de mini-série avec une seule saison? J'imagine que ça dépendra aussi des audiences. Et est-ce qu'il y a déjà eu des déclarations allant dans ce sens? J'ai pas vérifié. Dites-moi dans les coms. Dans une discussion un peu plus apaisée que dans le pavillon de chasse, le roi explique à sa fille qu'un mariage politique n'est pas forcément, fatalement incompatible avec un amour sincère. Elle lui fait remarquer que lui-même vient de refuser, enfin il y a 2 ans, a refusé un mariage d'intérêt pour plutôt épouser une personne avec un moins haut statut, mais qui l'aimait peut-être un petit peu plus sincèrement. Bon, après, remettons les choses à leur place. Pour l'instant, de ce qu'on a vu, le roi, il n'a pas proposé des enfants de 10 ans ou des vieillards à moitié en train de crever à Rhaenyra. C'était des gens de relativement son âge. Enfin, je sais pas si on en a vu plusieurs d'ailleurs. Peut-être, je crois qu'il me semble qu'on en avait vu un dans l'épisode 1 et un dans cet épisode. Donc voilà, il a pas l'air d'être
Alors, il sous-entend que lui, il reçoit beaucoup de demandes et que voilà, déjà, il filtre et qu'il en peut plus de faire le bureau des cœurs pour sa fille. Ce qui doit être assez cocasse, effectivement. Alors, sur son mariage avec Alicent, Viserys lui concède le point tout de même, mais il lui suggère, il renverse le truc, il lui suggère, bah fais comme moi, trouve un mariage d'amour, mais n'oublie pas non plus tes intérêts, quoi. Te marie pas avec le premier gueux venu alors que t'es l'héritière du royaume, quoi. Pourquoi pas en soi, au passage j'aime vraiment beaucoup ces fenêtres avec les petites ouvertures rondes qui laissent passer la lumière, qui la font filtrer d'une façon plutôt agréable esthétiquement, je trouve. Ici, un choix de cadre intéressant avec la caméra qui se recule petit à petit pour qu'on voit enfin les personnages qui, jusqu'ici, parlaient hors champ, ce qui donne... Alors, ça nous met l'action vraiment en arrière-plan, mais à la fois, je trouve ça original, et ça nous permet quand même d'avoir une vue étendue. On voit, pour une fois, on voit le dragon a l'air tout petit d'aussi loin. Bien sûr, quand on le met à l'échelle des bateaux, on se dit « Ouais, il fait presque la taille d'un bateau quand même ». Dans ce conseil de guerre, on peut voir le fils Velaryon, Laenor, à qui un membre de la cour de Viserys justement lui suggérait de marier Rhaenyra. Et puis on peut apercevoir aussi son oncle qui se fait un petit peu tailler en mode ouais bon bah Daemon au moins lui il va sur le champ de bataille, toi à part parler tu fais quoi? Remarque un peu étrange ici, bah justement je crois que c'était l'oncle, même si on voit pas là sur l'image. Si King's Landing refuse de soutenir Daemon, pourquoi le devrions-nous? Pourquoi le ferions-nous? Mais vous avez pas fait alliance avec lui justement par rejet de la couronne? Est-ce que Corlys les a mis au moins au courant de son plan? Je ne sais plus. Alors, est-ce que Corlys a un plan ou est-ce que c'est juste de la réactance? Il a un plan parce que c'est lui qui est venu voir Daemon et pas l'inverse. Donc, enfin, c'est lui qui a demandé à Daemon de venir le voir et je sais plus exactement comment c'était, mais c'était de l'initiative de Corlys et non pas de Daemon sur le coup. On l'a vu à l'épisode précédent. Ça fait plaisir de voir un peu plus Matt Smith, Daemon qui, du coup, connaît visiblement pas l'adage qui explique qu'il ne faut pas tuer le messager. Et ce qu'il voit l'aide de son frère comme un camouflet et la reconnaissance de son échec ici dans les Stepstones. Est-ce qu'il pourrait pas, au contraire, considérer que c'est son frère qui reconnaît au contraire la valeur de ce qu'il entreprend, puisqu'il y envoie des troupes? Si c'était complètement useless, il lui ordonnerait simplement de rentrer. Donc... voilà, verre à moitié vide, verre à moitié plein. En tout cas, il cherche à vider la tête du fantassin, du messager qui est en face de lui, pour son plus grand déplaisir. Par fierté, Daemon qui va se rendre tout seul sur une pauvre barque sa mère sur les Stepstones est un dragon. Mais non, justement, c'est fait exprès. Il vient juste seul sur une pauvre barque. Et sur place, il va confectionner un drapeau blanc. Est-ce qu'il n'aurait pas pu le faire avant ? Il va se désarmer, offrir son arme et va même jusqu'à s'agenouiller. Son arme d'ailleurs qui est en acier valyrien, donc qui est veuve noire. Enfin, je crois que ça fait partie des armes qui ont un nom. Donc voilà, il semble avoir un plan, fut-il résolu, à régler le problème lui-même sans l'aide de son frère. Bon, ok, j'ai rien dit, cet homme n'a aucun plan. Ou alors son plan se borne à penser que, bah, je sais pas, il peut prendre toutes les îles tout seul et à pied. Aucune flèche au passage, parce qu'il y a plein d'archers évidemment qui sont là, qui l'ont en joue. Aucune flèche ne parvient à le toucher. Ma parole, c'est Neo le mec. J'avais promis de plus comparer toutes les séries que je review à Matrix. Désolé, j'ai encore fail là. Je retire encore ce que j'ai dit, donc ce n'est pas Neo. Il est juste complètement fou, même en connaissant ultérieurement son plan. Bon, là, je suis comme vous, en voyant le truc, je me suis dit, si des dragons n'apparaissent pas dans moins de 3 secondes, ce sera une fin de casting pour Matt Smith. Une fin de casting, une fin de tournage, vous m'avez compris. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! Il a juste suivi la suggestion de servir d'appât finalement, mais... Alors, la question que je me posais, si son but c'est juste de faire sortir le maximum de soldats des cavernes pour pouvoir tous les cramer, à quoi elle servait sa petite comédie avec son drapeau blanc? Fallait juste arriver sur l'île en « Allez, qui c'est qui veut se taper? Venez !» Voilà, ça aurait suffi. Alors le dragon, d'ailleurs probablement conduit par Laenor, est tout de même très précis avec ses flammes. On n'aura pas l'occasion de vérifier si Daemon est unburned, même si ça aurait été classe. Bah, imaginez le truc où il se fait cramer en même temps que le dragon. Sauf que lui, il a rien. Là, j'aurais kiffé. Alors, sans vouloir faire le rabat-joie, petite question, où étaient les bateaux qui ont transporté autant de soldats et comment est-ce qu'ils ont fait pour approcher de l'île sans se faire repérer? Une petite barque, à la limite, je veux bien, ils avaient pas l'air de l'attendre, mais là, il faut au moins plusieurs bateaux. Je pense que ce serait cramé. Dites-moi si d'aventure vous avez explication. J'ai explication. Eh ben, les commentaires sont là pour ça.
On voit Corlys se battre, il a l'air d'être plutôt vénère avec une sorte de masse d'armes, enfin je sais pas, c'est pas un fléau, c'est vraiment une masse d'armes là pour défoncer les boîtes crâniennes des gens. Et son frère, qui a l'air visiblement peu rassuré d'être sur le champ de bataille, enfin je pense que c'est son frère à lui, vu que Lénore l'appelait mon oncle. Alors le dragon fait là encore une fois, donc je suis plutôt satisfait, autre chose que cracher du feu. Il attrape un humain dans ses sortes de serres, dans ses pattes, et il le balance au loin. Mais je suis désolé, là encore, avantage aux dragons de Sauron. Alors ils sont peut-être aidés par de la magie, tout ça. Il y a de la magie dans Game of Thrones aussi. Peut-être pas aussi puissant que celle d'un Maillard, mais tout de même. Mais donc ceux de Sauron, eux, ils auraient certainement utilisé ces humains comme projectiles contre leurs alliés, là, pour faire un bon strike sur le champ de bataille, plutôt que de simplement les jeter au loin pour tuer un seul humain. Pourquoi voilà, tuer un seul humain quand tu peux en tuer plein? Ouais, on est quand même plus dans une logique d'optimisation et de logistique dans le royaume du Mordor, et j'aime ça. Même si Lénore, il a du sang targaryen et valérien qui coule dans ses veines, je savais pas qu'on pouvait prêter un dragon à quelqu'un. Est-ce que c'est celui de Daemon? Est-ce que les Vélarions ont leur propre dragon? Vu que, en tout cas, visiblement, il a l'entraînement pour monter sur un dragon. Parce que j'ai entendu dire aussi que sa mère avait voulu qu'il y ait un œuf qui soit placé dans son berceau à lui aussi. Donc il avait peut-être son propre dragon depuis le début. On n'avait pas vu deux dragons, ceci dit, sur le champ de bataille en même temps, en tout cas pas dans les Stepstones. Moi je dis ça parce que je pensais que les dragons étaient liés à un seul dragonnier jusqu'à sa mort, celle du dragonnier ou bien celle du dragon évidemment, et que alors après la mort d'un dragonnier, certains se laissaient plus ou moins monter par un autre, mais que voilà, c'était pas en mode free, c'est bon, y a ton arrière-grand-père qui est né de l'union illégitime d'un Targaryen avec une aubergiste, bon bah c'est bon, tu peux monter sur les dragons. Il me semble que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais dites-moi là encore dans les commentaires. Daemon qui lui aussi s'est fait une nouvelle teinture de cheveux avec du sang qui promène le cadavre du crab feeder, hein, enfin, ce qu'il en reste, qui n'a pas été démembré. Il a obtenu la victoire hors champ malheureusement, mais victoire qui est tout de même totale. Ouais, on aurait aimé voir le duel avec le crab feeder vu qu'on utilisait le truc, c'est le méchant des 3 premiers épisodes. Voilà, donc sans l'aide de son frère, il a réussi à triompher dans les Stepstones, même si sa survie était, avouons-le, hautement improbable. C'était plus que risqué. Conclusion, même si j'ai un petit peu peur que le symptôme The Walking Dead, dont j'ai parlé dans pas mal de sérivores, touche House of the Dragon, c'est-à-dire des débuts et fins d'épisodes intéressants avec 50 minutes de remplissage ou plus ou moins entre les deux, j'ai bon espoir que la mort du crab feeder permette à la narration de décoller, enfin de nous donner ce qu'on attend depuis l'épisode 1, à savoir la confrontation entre Viserys ou plus vraisemblablement Rhaenyra, parce que je vois mal Viserys vraiment faire preuve de fermeté, que ce soit physiquement ou même moralement à l'égard de son frère, et donc la confrontation avec Daemon. Mais écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, abonnez-vous avec tous les liens que vous voyez sur votre écran actuellement, à ma chaîne de Radio Libre, à ma chaîne Gaming, suivant ce qui vous intéresse, et suivez le Twitter pour ne rien manquer parmi tout ce que je fais, parce que c'est un petit peu le bordel à suivre. Ciao ciao, on est à moins de 25 minutes, c'est plutôt cool. C'était Daemon, et rendez-vous à la prochaine review. Ou à la prochaine vraie vidéo. Allez voir ma vidéo sur Boba Fett. Elle a pris des mois à sortir, mais je l'ai faite. Et ça rime.